Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau tome 10 d'Unchi Prison. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. Aujourd'hui c'est Halloween et j'en profite pour faire un truc spécial Halloween en attaquant à une vraie série de films d'horreur, Twilight. Ah, Twilight, la parfaite combinaison de deux mythologies. Un film qui se concentre plus sur l'intime et révèle le véritable visage de l'adolescence. Est une véritable apologie à l'épanouissement des adolescents. Ouais, moi aussi j'aimerais y croire à toutes ces conneries. Seulement voilà, ces films sont stupides. Après, je ne vais pas dire que ce sont les plus mauvais films de tous les temps. Non, la mise en scène est quelquefois pas mal. Ça nous offre quelquefois de bons plans. Certaines scènes sont assez énergiques, comme la scène du baseball dans le premier film, ou dans la scène d'entraînement dans le troisième, ou le pas très original pour un sou, mais quand même joli à voir, passage des saisons dans le 2. Et la musique est quelquefois pas mal. Bon d'accord, certaines chansons sélectionnées sont quelquefois ridicules, notamment le célèbre. J'adore la voix du chanteur, on dirait qu'il se fait chier lui aussi. Ouais. Mais les musiques instrumentales sont pas mal, donnent une assez bonne ambiance. Et puis, merde, le troisième a quand même Howard Shore comme compositeur, c'est pas rien. Et on a aussi certains bons acteurs. Le problème, c'est que ces bons acteurs sont relégués au troisième plan pour se concentrer sur des acteurs qui sont pas si extraordinaires que ça et qui en plus incarnent des personnages chiants à mourir. Et en plus de ça, l'histoire est tout simplement stupide, avec un manque de subtilité incroyable, et bien entendu une mythologie complètement bafouée. Mais comme notre cher Alex Polier est occupé avec d'autres bouses, c'est moi, Monsieur Top 10, qui vais m'occuper de faire une liste des 10 moments les plus stupides de toute la saga Twilight. Au moment où je fais cette vidéo, le 4 n'est pas encore sorti. On n'a même pas de réalisateur qu'on commence déjà à dire que le film sera en 2 parties. J'ai lu le résumé du bouquin sur Wikipédia. Vous espérez vraiment répartir ça en 2 films? Vous voulez vraiment faire les films les plus chiants de l'histoire, hein? Donc Harry Potter, je peux comprendre. Twilight 4, quoi. Bref, c'est parti. Le top 10 des moments les plus idiots, stupides, illogiques, ringards et pas subtils du tout de toute la saga Twilight. Du jour au L'Indienne qui se sacrifie. Dans Twilight 3, Bella est emmenée à un moment à un feu de camp auprès de Jacob et des membres de sa tribu qui sont pour la plupart loups-garous. Nous en reviendrons un peu plus tard sur ce point. À un moment, le chef de tribu te raconte comment les loups-garous sont entrés en guerre avec les vampires. Our warriors came across a creature. It looked like a man. It was hard like stone and cold as ice. They lived in fear. The old man was not alone. And they were right. She took her vengeance out on the village. Our elder chief, Taha Aki, was the only spirit warrior left to save the tribe after his son was killed. Aki's third wife received that he would lose. The third wife was no magical being, no special powers but one: courage. Third wife sacrifice distracted the cold woman long enough for Taha to destroy her. Attends, si le but c'était seulement de la tirer avec un petit peu de sang, pourquoi tout simplement couper le bras, faire une petite entaille à la main ou quelque chose? Pourquoi de suite te mettre en mode Harakiri et t'enfoncer le couteau dans le bide, franchement? Pas de gaspillage. Ouais, exactement. Et puis, oh, à ce moment-là du film, la vampire, elle a déjà tué une petite centaine de mecs. Donc vous allez pas me dire qu'il faut obligatoirement une nouvelle goutte de sang pour attirer son attention. Il y a des tas de cadavres qui sont en train de vider leur sang. Et c'est cette petite goutte de merde qui est en train d'attirer son attention.
Et puis aussi, à cette petite indienne, j'ai envie de lui dire bravo, comme si ton mari ne t'est pas assez remis de la mort de ses enfants, tu lui mets en plus sur le dos ta mort. Comme ça, il finit veuf, et en plus, il va devenir dépressif, passer le reste de sa vie à se plaindre que la vie est dure, et si ça se trouve, aller se suicider. Bravo, ma vieille. Bravo. Bon, ce n'est qu'un petit point scénaristique dans le 3, mais en même temps, c'est pour ça que c'est seulement numéro 10. Les autres moments vraiment stupides arrivent. L'Indienne qui se sacrifie. Comme quoi, les pirates ne sont pas si cons que ça. Numéro 9. Le piège. Dans le premier chapitre de Twilight, Bella se retrouve nez à nez avec un vampire qui décide de la bouffer. Bien entendu, la famille des Cullen, les gentils vampires, on en reviendra, essaye de la cacher de ce psychopathe. Seulement, le vampire, à un moment, appelle Bella, en laissant entendre la voix de sa mère disant « Bella, 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 où es-tu » Bien entendu, Bella va vite sauver sa mère pour découvrir qu'en réalité, ce n'était qu'un enregistrement d'une vidéo de famille. Bon, cette critique, c'est pas vraiment moi qui l'ai repérée. C'est plutôt Monsieur Critique, à qui je voudrais laisser un petit message. C'est quand ta prochaine critique? Ça fait des mois qu'on attend, ça va bientôt faire un an. You, bouge-toi! C'est super sympa de sa part parce qu'au lieu de capturer sa mère, il a préféré se taper toute la réserve de vidéos de famille pour trouver le moment précis où sa mère dit « Bella, 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 où es-tu » Ouais, pourquoi le vampire se contente pas de capturer la mère? C'est un vampire psychopathe. Qu'est-ce qu'il va se gêner? Pourquoi il va aller jusqu'à se taper toutes les vidéos de famille pour trouver le moment exact? C'est vrai quoi? Pourquoi te faire chier à faire ça? N'essaye pas de faire ton mission impossible et tout. T'es un psychopathe sans foi ni loi, mon gars. Kidnappe la mère, menace-la, fais-la gueuler au téléphone, et voilà. Et comme ça, en plus, tu as 2 repas pour le prix d'un. Le piège. Si cette scène ne montre pas que Bella est assez conne pour tomber dans des pièges aussi gros, ça montre aussi que les vampires sont cons pour faire leur MacGyver à la con pour rien. Désolé, mais tu m'as beaucoup trop facilité les choses. Numéro 8. Végétarien. Beaucoup de fans de vampires sont déjà outrés de voir que les gentils vampires de cette saga sont végétariens. Et je précise entre parenthèses le mot végétarien. On en reparlera un petit peu plus tard. Donc oui, c'est déjà assez moche de devoir se taper comme héros principaux des vampires qui se vantent d'être végétariens. Mais le pire dans tout ça, c'est que Bella aussi est végétarienne. À un moment, elle commande un hamburger végétarien. Laisse-la finir son burger végétarien. Hamburger végétarien, mais c'est impossible! Un hamburger, c'est forcément avec un steak, avec de la viande, ou au moins du bacon! C'est forcément avec de la viande, tu peux pas faire un hamburger végétarien! C'est paradoxal, ma vieille! Mais bon, à ce stade-là, vous l'avez compris, le film essaye de vous dire que les végétariens sont tout gentils. Et il y en a qui disent que la jeune fille de l'eau, le dernier maître de l'air et la quasi-totalité des films de Night Shyamalan sont niais, hein? Toi! Au moins avec Shyamalan, on n'essaye pas de vous dire que si vous êtes végétarien, vous êtes forcément gentil. Non, parce que, franchement, c'est quoi cette logique de merde? C'est un végétarien, merde quoi. Il a jamais tué personne. Hitler était végétarien. Exactement, ça ne veut rien dire, c'est juste un régime alimentaire comme un autre. Et puis mon autre problème avec ces végétariens, c'est que les Cullen sont hypocrites. Ils se vantent d'être des vampires végétariens. Mais vous n'êtes pas végétarien, vous bouffez de la viande. Vous dites que vous êtes végétarien parce que vous ne bouffez pas des humains, mais vous bouffez des chevreuils. C'est de la viande des chevreuils. À la limite que vous vous nourrissiez de tomates ou autre chose. Seulement vous ne pouvez pas, vous êtes des vampires, vous êtes obligés de vous nourrir de sang et de viande. Vous ne pouvez pas être végétarien. Oui, je sais bien qu'il faut trouver un mot pour décrire des vampires qui ne mangent pas des humains. Mais n'allez pas dire qu'ils sont végétariens. Dites qu'ils sont pas cannibales, à la limite c'est un minimum de sens, même s'ils sont plus de la même espèce. Mais c'est toujours mieux que végétarien. Végétarien égale manger des légumes, des fruits ou des plantes. C'est ça, végétarien, végétal. Et histoire de buter une bonne fois pour toutes cette morale à 2 balles autour des végétariens, j'en profite pour parler des bienfaits de la viande.
Déjà, le fait de bouffer de la viande, c'est naturel, parce que la nature est aussi composée de ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Les loups bouffent des antilopes, les hommes bouffent du poulet. C'est la chaîne alimentaire, vous n'y pouvez rien. Vous avez beau dire pauvres animaux, on est foutu comme ça. Faut le faire avec. Vous avez beau vouloir laisser Babe en vie, c'est dans votre nature de le bouffer. De plus, la viande est d'une grande valeur nutritionnelle. Elle est notamment riche en protéines, notamment la vitamine B12 qui assure la bonne fabrication neuromédiateurs, c'est-à-dire la bonne fabrication des composants de votre cerveau. Bref, bouffer de la viande, ça aide à développer votre cerveau. Maintenant que c'est dit, ça explique certaines choses. Les végétariens, je n'ai rien contre, mais qu'on n'essaye pas de nous faire croire qu'ils sont tous gentils. Parce que paradoxalement, ça nous donne envie d'être encore plus carnivores. Viande. Numéro 7. L'histoire d'amour entre Edward et Bella. Bon alors, c'est un couple qui a du potentiel, qui aurait pu être pas mal. Seulement un petit message à toutes ces petites connes qui pensent que c'est le couple le plus romantique de toute l'histoire. Faux! Je veux dire, en quoi ce couple est romantique? C'est juste un mec qui arrête pas de se plaindre qu'il souffre et une nana qui s'emmerde. Ils n'ont quasiment rien en commun à part, comme le dit Spoonie, l'envie de baiser. Qu'est-ce qu'ils ont comme goût en commun? Puis, non, sérieusement, les soi-disant les fans de Twilight, dites-moi, quels sont leurs goûts en commun? Alors, tu aimes la pluie? La pluie, c'est tout ce que vous avez? Encore une fois, il y en a qui disent que Shyamalan est niais. Et puis aussi, cette histoire est complètement conne. Ils se connaissent à peine et ils décident de sortir ensemble tout simplement parce que Bella a découvert que c'était un vampire. Edward n'arrête pas de lui dire casse-toi, 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 je pourrais te bouffer d'une seconde à l'autre. Et Bella va savoir pourquoi elle veut quand même rester avec lui. Et puis, lors de leur première rencontre, Edward donne l'impression que Bella pue. Et quelque temps après, quand on lui dit qu'il est obligé de rester avec Bella, il dit... Faut savoir souffrir. Voilà, c'est sur ça que commence la plus belle histoire d'amour de tous les temps. Bravo les mecs. C'est genre les scénaristes qui débarquent à un moment, toi t'es amoureuse de lui. Point barre. Non discussion, n'essayez pas de vous connaître, non, vous êtes amoureux l'un de l'autre, basta. Et puis comme si le début n'était pas assez débile comme ça, voilà qu'ils nous montrent qu'ils sont amoureux avec les scènes les plus ringards et les plus gnangnangs de l'histoire, qui feraient passer Star Wars épisode de l'attaque des clones pour le film le plus badass de l'histoire. Ils s'allongent dans l'herbe, ils s'embrassent parmi les fleurs, ils jouent du piano, va savoir pourquoi. Il s'avance au ralenti en faisant le beau gosse quand il va au lycée, il danse au bal. Et mon préféré, les cheveux qui passent au vent, comme dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, yeah! Et n'oublions pas, les dialogues encore plus gnangnans que l'intégralité de Smallville, le genre de phrase qui vous donnerait envie de tuer toute forme de romantisme, et qui ont l'air d'être placés là comme si c'était une chose banale dans la vie de ces deux petits cons. Devoir respirer est mon cadeau le plus précieux. I think I'm gonna be sick. Et puis de l'autre côté, vous avez Jacob. Jacob, lui, est un personnage qui est largement mieux développé, qui a une personnalité qui est un peu plus attachant. C'est quand même un personnage de merde, mais quand même. Et il s'inquiète pour Bella, et on découvre qu'ils ont certaines passions, notamment la moto. C'est pas grand-chose, mais c'est mieux que la pluie. Bref, je m'excuse, mais le couple entre Bella et Jacob est beaucoup plus réaliste que le couple entre Edward et Bella. Et puis franchement, ces personnages, comme je l'ai dit, ils n'ont rien d'intéressant. Entre Edward qui souffre, va savoir pourquoi, et Bella qui s'emmerde, forcément, on a du mal à y croire à cette histoire d'amour. Seulement, il y a des tas de connes qui n'ont jamais vu de Disney, qui n'ont jamais lu Roméo et Juliette ou des trucs comme ça, qui ne savent pas ce que c'est qu'un vrai couple romantique. En fait, je les soupçonne que c'est la première et seule histoire d'amour véritable qu'elles ont lue et vue. C'est donc ça explique pourquoi elles trouvent que c'est romantique. Parce qu'elles n'ont rien vu d'autre. Parce qu'elles sont des petites pucelles qui n'y connaissent rien. Et qui, si ça se trouve, seront célibataires jusqu'à la fin de leur vie. Mais bon, je ne me permets pas de critiquer, on sait jamais. Bon après, ouais, c'est peut-être mieux écrit dans le bouquin, je sais pas, je les ai pas lus ces bouquins. Mais dans les films, c'est vraiment mal foutu, quoi. Les personnages ne sont pas assez développés. Du coup, ce sont juste deux pantins qui s'entremêlent les ficelles et tout. Prenons par exemple un autre couple un petit peu sur la même base, largement mieux exploité.
Buffy et Angel. Déjà Angel, là aussi c'est un vampire qui souffre. Seulement lui, il a une raison de souffrir. Pourquoi est-ce qu'Edward souffre? Personne ne sait. Ses parents sont morts, mais bon ça arrive à tout le monde arrive à vivre avec. Il a envie de bouffer sa copine tout le temps, ça... Il n'a jamais eu envie de tuer sa copine, franchement. Et parce qu'il brille au soleil. Tandis que Angel, pourquoi est-ce qu'il souffre? Parce que les vampires n'ont pas d'âme dans la base. Quand il est devenu un vampire, il a provoqué des milliers de morts à travers les âges. Seulement un jour, il a tué la personne qu'il ne fallait pas tuer. Une bohémienne dont le clan, pour la venger, a décidé de maudire Angel de la pire malédiction qui soit. Lui donner une âme. Ainsi, il va pouvoir avoir des remords sur tout ce qu'il a fait durant ces années. Et en plus de ça, il est amoureux de la tueuse de vampires. Et en plus de ça, il découvre qu'à un moment que s'il couche avec Buffy, il perd à nouveau son âme et redeviendra une machine à tuer. Ça, c'est des bonnes raisons de souffrance. Tandis que Edward, la seule raison pour laquelle il souffre, c'est tout simplement parce qu'il a envie de bouffer Bella. Seulement Bella, il va se faire bouffer, connard. Bouffe-la et c'est fini. Et Bella, encore une fois, elle s'emmerde, elle veut devenir vampire, point barre. Enfin, c'est un peu plus développé que ça, mais on en reviendra plus tard. Bref, Edward et Bella, l'histoire d'amour la plus romantique de tous les temps. Mon cul. Ti amo, na na na, amo, ti amo, c'est ton Numéro 6. Les Volturi. Pour ceux qui ne savent pas, les Volturi sont une bande de vampires qui sont un petit peu comme les rois des vampires. Ils sont là pour instaurer l'ordre. Et l'une des principales règles des Volturi, c'est de ne jamais exposer les vampires. Mais malheureusement, il y a une autre règle. Un vampire doit demander l'accord des Volturi pour se suicider. Pourquoi? Je veux dire, les vampires ne peuvent pas se suicider d'eux-mêmes, sérieusement? Est-ce que c'est si compliqué de faire ça? Au revoir, Drusilla. On se retrouvera en enfer. Qu'est-ce que tu fais? Un pieu, tu essayais de te suicider? Et puis, oui, à un moment, on explique que pour tuer un vampire, il faut le déchiqueter en plusieurs morceaux et brûler les morceaux. Oui, ça, il y a un moment où on lui dit... Mais pourquoi il ne demande pas à des potes? Pourquoi il doit demander l'autorisation à 4 connards en Italie, franchement? Mais ça ne s'arrête pas là, parce que les Volturi ne tuent un vampire qu'à une seule condition. C'est qu'il commet une faute. Et généralement, cette faute, c'est s'exposer au monde réel. Donc, je résume. Les Volturi interdisent aux vampires de s'exposer, sinon on les tue. Il y a des vampires qui s'aminent vers eux en disant qu'ils veulent mourir. Ils refusent parce qu'ils n'ont aucune raison de le faire, à part le fait que le mec pourrait faire une connerie et s'exposer. Le mec, il veut mourir. Vous lui dites que vous pouvez pas le tuer à moins qu'il commette une faute. Mais qu'est-ce que vous croyez? Il va le faire, bande de cons. Tuez-le tout de suite et c'est réglé. Et dans le chapitre 3, c'est encore mieux. Les Volturi sont témoins, ils observent, ils espionnent une vampire en train de bouffer la moitié de Seattle, tout ça pour se construire une petite armée. Et ils ne font rien. R-I-E-N, rien. Allez, quoi, vous êtes censé les empêcher de s'exposer? Merde. Le fait de recruter une armée de vampires et de semer le chaos dans une rue, ça va attirer l'attention de quelqu'un, hein. Pas étonnant que Caroline se soit tirée. C'est pas qu'ils ont été immoraux ou quoi que ce soit, non, c'est qu'ils sont cons. Ce sont des cons, les Volturi. Les Volturi, originaires d'Italie, comme le disait un chevalier de la table ronde. Qu'est-ce que c'est au juste comme pays, l'Italie? Un distributeur d'emmerdement? Numéro 5. Roméo et Juliette. Le chapitre 2 est une grosse allusion au célèbre chef-d'œuvre de Shakespeare, Roméo et Juliette, se focalisant sur la partie où Juliette, entre parenthèses, est séparée de Roméo, entre parenthèses, parce qu'ils n'ont absolument rien en commun. Et je dois avouer, dit comme ça, c'est assez intéressant. Seulement, numéro 1 fait référence à Roméo et Juliette, que c'est original. C'est pas comme si on avait eu un épisode stupide de Pokémon, comme si on avait eu une suite du Roi Lion qui en fait un remake, ou qu'on a eu une comédie musicale largement surestimée qui s'en inspire. Hein, on nous a pas du tout saoulé avec Roméo et Juliette durant ces années. Et puis c'est aussi la subtilité du truc. Je veux dire, le premier plan vous explique que c'est référence à Roméo et Juliette. Paf!
on a Bella qui se réveille devant une couverture de Roméo et Juliette. Au cas où on n'a toujours pas compris, on explique que Bella doit faire un devoir sur Roméo et Juliette. Toujours pas compris, on voit Edward et Bella qui se retrouvent en classe à regarder une adaptation de Roméo et Juliette. Toujours trop subtil pour vous? Voilà que Edward et Bella discutent sur la stupidité de Roméo. Toujours pas assez clair pour vous? Voici que le prof demande à Edward de dire ce qui a été dit dans le film, et comme il connaît par cœur, vu qu'il a vécu des centaines d'années, Edward se met carrément à le dire comme ça. Ici, je veux fixer mon éternelle demeure et soustraire aux joues d'adverses étoiles cette chair lasse du monde. Mes yeux, un dernier regard. Mes bras, une dernière étreinte. Vous, lèvres, porte de l'âme humaine, scellez d'un baiser légitime votre éternel pacte avec le sépulcre. Écoutez, c'est déjà ridicule qu'ils le disent dans ce ton pendant un cours. Ça l'est encore plus que vous faites une putain de mise en scène avec la caméra qui avance et la musique qui commence à faire genre super romantique. C'est ridicule, quoi. Et puis, vous serez d'accord, c'est trop évident qu'ils vont faire référence à Roméo et Juliette après ça. En fait, le premier quart d'heure du film, c'est limite s'il n'y a pas un gars qui s'amène et qui fait Roméo et Juliette, Roméo et Juliette, ça fait référence à Roméo et Juliette, ça fait référence à Roméo et Juliette. Et puis aussi, c'est la manière dont ils amènent le fait que Roméo, entre parenthèses, apprend que Juliette, entre parenthèses, est morte. C'est stupide, tout autant que le reste. En fait, c'est Alice, la vampire qui voit dans le futur, qui dit à Edward qu'elle a vu une vision de Bella en danger. Après ça, Edward appelle chez Bella pour que Jacob réponde au téléphone. Il n'est pas là pour l'instant. Il organise des obsèques. Et c'est tout ce qu'il lui faut. Je veux dire, dans Roméo et Juliette, on a un mec qui s'amène vers lui et qui lui dit « Juliette est morte ». Là, c'est juste qu'il a mal interprété des signes. C'est con. Il va dessus se suicider en Italie, bien entendu. Il va voir ces connards de Valkyrie. Et puis aussi, dans l'ensemble, qu'est-ce que vous allez vous suicider? Déjà, toi, Bella, t'as été jetée. Assume-le. C'est la vie, ma vieille. On se fait tous jeter à un moment donné. Et toi, tu vas pas me dire que c'est la première fois que t'es amoureuse d'une femme qui crève, merde. Et puis, je ne parle même pas du fait que Alice est obligée de prendre Bella pour aller empêcher Edward de se suicider, alors qu'il pourrait tout simplement utiliser leur pouvoir de télépathie. Je veux dire, Alice n'a qu'à aller toute seule, s'amener auprès d'Edward, lui demander de lire dans ses pensées pour avoir la preuve que Bella est toujours en vie, et voilà. Pas la peine d'avoir cette séquence de suspense de merde où Edward se fout à poil devant tout le monde et tout. Ça va quoi? N'essayez pas de faire du compliqué super suspense alors que vous pouvez régler ça tout simplement. Roméo et Juliette. Si Shakespeare avait su que des booze-pies feraient référence à son œuvre, je crois qu'il aurait brûlé toutes les pages. Peut-être pas. Un peu prétentieux. Ouais. Numéro 4. Loup-garou? Mon cul, ouais. À partir du chapitre 2, on introduit les loups-garous dans la saga Twilight. Et... regardez vous-même ce que c'est des loups-garous pour eux. Ok, je n'ai même pas besoin d'expliquer, certains d'entre vous l'ont déjà compris, mais pour les tels fans de Twilight, laissez-moi vous présenter une petite leçon d'un spécialiste des forces du mal, Professeur Rock. Qui peut me dire quelle est la différence entre un animagus et un loup-garou? Un animagus est un sorcier qui choisit de se changer en animal. Un loup-garou n'a pas le choix. À chaque pleine lune, quand il se transforme, il ne se souvient plus qui il est. Il tuerait son meilleur ami s'il le croisait. Voilà, tout est dit. Ce n'est pas un loup-garou, c'est un animagus. Déjà, il se transforme quand il veut. Il a un contrôle total de son alter ego. Et troisièmement, c'est juste un loup de 3 mètres. C'est pas un loup-garou. Un loup-garou, c'est ça, ou ça. Même ça, c'est un loup-garou. C'est une créature mi-homme, mi-loup. Ce n'est pas un homme qui se transforme en loup. Nuance. Et puis pour un film qui s'appelle New Moon, qui veut dire Nouvelle Lune, c'est étonnant à quel point ils ont oublié le fait que les loups-garous se transforment une fois la pleine lune. Je veux dire, vous avez juste à vous appeler des zoomorphes. C'est tout, des animorphes. Ça existe déjà ces termes. Prenez-le directement, ça sera vite réglé quoi. N'allez pas prendre une célèbre mythologie et la ruiner quoi, tout simplement parce que vous ne savez pas ce que c'est un loup-garou. Et je ne déconne même pas, l'auteur elle-même avoue qu'elle ne connaît rien en loup-garou.
On en reviendra un peu plus tard, je pense que vous avez déjà une idée de ce que je veux dire par là, mais bon, on en reviendra. Et puis aussi, d'accord, vous êtes des loups-garous, vous vous transformez en loup, d'accord. Mais pourquoi vous vous mettez torse nu, nom de Dieu? À quoi ça sert? Oh, oui, oh, une minute, ouais, c'est vrai, j'avais oublié, ouais, c'est un film pour petites filles qui n'y connaissent rien au sexe, ouais. En plus, pour vous les mecs, je suis sûr que c'est déjà assez frustrant de voir plusieurs mecs torse nu. Bon, après c'est un film pour filles, c'est pas forcément gay de voir des mecs torse nu et tout, mais bon, l'autre truc qui devrait bien vous frustrer, c'est que dans le 3 on découvre une femme loup-garou. Et elle, par contre, elle n'est pas torse nu. Mais bien sûr. D'ailleurs, j'en profite pour placer cette question. Pourquoi, quand un mec se met torse nu, il n'y a aucun problème, mais quand une femme se met torse nu, hop, censuré, pas bien. Ah, et non seulement ces loups-garous se transforment en loups, mais en plus de ça, en forme humaine, ils ont une super force. Ouais, donc ce sont des zoomorphes Terminator en réalité. Les loups-garous de Twilight. Voici ce qui arrive quand on écrit des histoires de loups-garous, quand on n'y connaît rien en loup-garou. Oh. Je vous remercie, monsieur Malfoy. Numéro 3. Il passe à côté des personnages intéressants. Je veux dire, parlons un petit peu des personnages secondaires. J'espère, par exemple, celui que j'adore appeler tête de chou-fleur, parce que dans les 2 précédents films, à part avoir des yeux de junkie et une coiffure encore plus ridicule que celle d'Emmett Brown, c'est un personnage vide. Mais dans le 3e film, on découvre quelque chose d'incroyable. Il a un scénario, lui. Il s'avère que c'était un soldat durant la guerre civile, et qu'un jour, il a été séduit et engendré par une vampire. Une vampire qui se servit de lui pour construire une armée de nouveau-nés. Mais après avoir vu en face le côté obscur de cette vampire, il s'enfuit et tombe amoureux d'une jeune vampire qui s'appelle Alice. Un amour qui va lui permettre de se tourner vers le régime alimentaire d'un végétarien. Rosalie était fiancée à un homme qui l'a violée et tuée avec une bande de copains. Avant de rendre son dernier soupir, elle a été engendrée par Carlyle. Et après ça, elle décida de se venger en tuant toutes les personnes qui l'ont violée. Elle a même tué son fiancé, habillé en robe de mariée. I was a little theatrical back then. Une psychopathe comme je les aime. Carlyle était un ancien membre des Volturi, et parce qu'il n'aimait pas leur manière d'agir, enfin surtout parce qu'il les trouvait extrêmement cons, c'est ce que je soupçonne, il a décidé de partir et de faire sa propre famille de vampires, tournée vers le bon côté. Bref, voilà. À ce stade, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Pourquoi le film n'est pas concentré sur eux? Ils ne font même pas 5 minutes dans Twilight 2. Ce sont des personnages super intéressants. Je vous assure, allez sur Wikipédia, regardez l'histoire des autres membres des Cullen. Vous allez voir à côté de quoi vous êtes passé. Je veux dire, dans le film, je me mets vraiment du côté de Rosalie, qui a été trahie, violée, tuée, condamnée à une vie de damnée, alors qu'elle voulait une vie bien tranquille de famille, qui regrette d'être un vampire, et qui se retrouve à cohabiter avec une petite conne qui pense tout savoir de la vie, qui veut devenir une vampire sans savoir à côté de quoi elle passe, et qui en plus force sa famille à regarder des émissions de cuisine à la con pour faire un repas qu'ils ne mangeront même pas. Je m'identifie parfaitement à ce personnage parce que je suis tout à fait d'accord avec son point de vue sur Bella. Et j'espère, dans les 2 premiers films, il était ridicule, mais dans le 3e, il est charismatique. On lui découvre un petit côté soldat assez sympathique, et durant la scène d'entraînement, il est vraiment cool. Et les autres personnages, le père de Bella, un de mes préférés, le mec qui passe complètement à côté de cette histoire et qui a un certain sens de l'humour que j'aime bien. Je dois sortir avec Edward Cullen. Il m'attend dehors. Ah oui? Il aimerait te rencontrer. Officiellement. D'accord. Fais-le venir. C'est vraiment un personnage cool. Seulement voilà, on s'intéresse pas assez à lui. Surtout que je m'identifie parfaitement à lui durant le chapitre 2, où il est obligé de se lever tous les soirs à 1h du matin parce que sa fille est en train de gueuler toute sa gueule parce qu'elle a été jetée. Ouin. Et Emmett, on ne parle quasiment jamais de lui. Mais rien que sa tronche,
je le trouve charismatique. C'est le genre de gros bras avec un gros cœur. Le genre de personnage que j'aime bien. Le genre de personnage qu'on imagine très bien en train de dire baston. Quelqu'un de super chaleureux et tout. En plus, j'ai vérifié son histoire sur Wikipédia. Son histoire n'a pas grand chose de passionnant. Il a failli se faire tuer par un ours, il est tombé sur Rosalie, qu'il a engendré pour le sauver, bla, et voilà. Enfin, ce que j'aime bien, c'est que dans la même page de Wikipédia, on précise que désormais, il bouffe du grizzly. Ça, c'est un petit sens de l'humour que j'aime bien, en fait. Et voilà, tous ces magnifiques personnages qui ne font que 5 minutes dans chaque film, à la limite 30 minutes dans le troisième, mais c'est toujours pas assez. Tout ça pour se concentrer sur une nana qui se fait chier et un mec qui souffre, va savoir pourquoi. Je veux dire, à la limite, si on se concentre sur le personnage de Bella comme un sens témoin, un petit peu comme Kim Basinger dans Batman, avoir un personnage témoin qui découvre cet univers. Mais non, les films se concentrent sur elle en train de dire je suis amoureuse d'Edward et tout, je suis peut-être attirée vers Jacob et tout, j'ai envie d'être un vampire et tout. C'est déjà frustrant de se taper cette conne. Et si en plus on nous impose cette conne en nous disant oh tiens regardez des super personnages que vous n'aurez pas pendant le film, là on a juste envie de tuer l'auteur du bouquin. Les personnages charismatiques avec du potentiel et tout, pas du tout le but de la saga Twilight. J'en ai assez. Numéro 2. Bella est une salope. Bon, alors, je suppose que là, je dois donner une explication. En fait, c'est tout simplement ma traduction officielle de la saga Twilight. Je m'explique. Cette réflexion a été lancée à partir d'un jeu vidéo qui s'appelle Dark Watch. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un petit shooter sur PlayStation 2 où on incarne un cow-boy vampire qui rejoint une organisation secrète chargée de combattre les forces du mal. Scénario de série B, je l'accorde, mais largement plus intéressant que... Bon, enfin, venons-en en fait. Dans l'organisation du Dark Watch, il y a cette femme, Tala. Comme vous le voyez, c'est juste une bimbo qui a une combinaison en cuir avec un décolleté qui donnerait des envies à la chatte noire. Tala se gêne pas pour vous soutenir et surtout pour vous séduire. À un moment, elle se fait baiser par notre héros qui est toujours habillé alors qu'elle est à poil au-dessus de la citadelle alors qu'il pleut. Drôle de fantasme. Et à un moment, elle finit par se faire une coupure au niveau du cou en lui disant carrément « Mords-moi ». Ce qui, pris d'adrénaline, fait tout de suite. Et le lendemain, elle devient bien entendu une vampire et finit par révéler son véritable visage en provoquant mort et destruction, en détruisant l'organisation du Dark Watch et enfin en tentant de devenir la reine du monde. Donc là, je pense qu'à ce stade, vous avez tout à fait compris où je veux en venir. Tala égale Bella. Je veux dire, ouais, si on regarde bien, la seule chose qui intéresse Bella, Edward, c'est le fait que c'est un vampire. Elle lui saute dessus comme une folle à partir du moment où elle découvre que c'est un vampire, qu'il a des super pouvoirs, qu'il est éternel. En réalité, elle n'est pas amoureuse d'Edward, elle est amoureuse du vampire, du pouvoir. C'est pour ça qu'elle veut absolument se faire mordre. C'est pour ça qu'elle veut devenir une vampire. C'est pour ça qu'elle a l'air de se faire chier, parce qu'elle est obligée de se taper ses dialogues gnangnan pour obtenir ce qu'elle veut. C'est pour ça qu'elle déprime, parce qu'elle est passée à côté de l'occasion de devenir la reine du monde. Attendez, devenez une véritable salope manipulatrice et passez à côté d'une occasion pareille, mais vous avez envie de vous suicider, hein. Et c'est aussi pour ça qu'elle balance des dialogues du genre « Je serai toujours avec toi, notre amour durera pour toujours » et que malgré ça, elle est surprise et confuse quand Edward lui dit « Épouse-moi ». Oui, parce que forcément, quand vous essayez de manipuler quelqu'un pour le séduire et prendre ses pouvoirs, vous attendez pas à ce qu'il balance la bague avant de vous baiser. Hein. Et oui, après, elle finit par accepter sa demande, mais elle se dit après je le tuerai sans problème, j'aurai mon pouvoir et ce sera fini. Basta. Donc oui, c'est ça le véritable visage de Bella. C'est une salope manipulatrice qui utilise la confusion d'Edward pour pouvoir obtenir ce qu'elle veut. Et par-dessus le marché, si elle peut tirer son coup, c'est parfait, c'est une salope manipulatrice, c'est fait pour ça. Et puis ce qui est pas mal aussi avec cette explication-là, c'est que du coup, on commence à réaliser que Bella, en réalité, elle est beaucoup plus intelligente qu'elle en a l'air. Le meilleur exemple, vous vous souvenez du coup de l'indienne qui se sacrifie? À un moment, Bella se retrouve dans une situation où elle peut le remettre en pratique. Seulement, comme elle n'est pas si conne que ça, vu qu'elle est forte pour manipuler les gens pour son propre avantage, elle fait pareil mais en se coupant seulement la main, comme je l'avais expliqué tout à l'heure. Et certains vont me dire, mais si elle veut devenir un vampire, pourquoi est-ce qu'elle ne se met pas d'accord avec les personnes qui veulent la bouffer? Ben vous savez, je pense que chez les vampires, il y a une différence entre bouffer et engendrer. Le vampire psychopathe du 1, je pense que s'il la bouffe, c'est tout entier. Hein. Et c'est pour ça
qu'elle vit sans problème, sans remords ou quoi que ce soit, le fait que des milliers de personnes sont en train de crever ou de se battre à cause d'elle. Elle s'en fout du moment qu'elle est ce qu'elle veut. Elle s'amuse avec eux comme des petites marionnettes. Elle manipule tous ces mecs pour pouvoir se protéger elle-même. Elle va même jusqu'à embrasser Jacob, tout ça pour qu'il puisse être là au cas où elle aurait besoin de lui. Tout ce qu'elle fait, c'est pour son propre compte, pour pouvoir avoir la vie sauve et avoir le pouvoir. Donc voilà, avec cet argument, j'ai officiellement tué la soi-disant plus grande histoire d'amour de tous les temps. C'est entièrement basé sur des conneries. Maintenant, c'est indéniable, vous ne pouvez plus dire le contraire après avoir entendu ça. Après une explication pareille, tout devient limpide. Vous voyez Twilight d'un nouveau genre. Et c'est d'ailleurs pour ça que les films sont nuls, parce qu'ils ne montrent pas Bella comme elle devrait être. Je veux dire, à la limite que l'on concentre sur l'histoire d'une salope qui veut devenir la reine du monde. Moi, ok, c'est original, ça a un petit côté malsain assez intéressant, et si on peut balancer de l'humour noir, ce serait parfait. Seulement voilà, on essaye de nous faire croire que Bella est une gentille. On essaye de nous rendre ça mignon. Seulement voilà, c'est une femme attirée par le pouvoir et la luxure. C'est ça, Bella. Ce n'est pas une gentille fille qui souffre. Non, c'est une salope. Bref, quand on voit tout ça, est-ce que vous n'êtes pas d'accord sur le fait que le film aurait dû finir comme ça? Too late. I'm already a vampire. Let's go eat some people! Woo! Et le numéro 1 des moments les plus stupides de toute la saga Twilight, vous savez tous ce que c'est. Vampire, mon cul! Donc, pour ceux qui savent pas, les vampires dans Twilight ne sont pas des vampires ordinaires. Bien entendu, ils sucent le sang des autres, ok. Ils ont de la super force, un petit peu comme les vampires de Buffy, ok, ça passe. Ils ont une super vitesse, un petit peu comme dans certaines adaptations. Et ils brillent au soleil. Les vampires qui brillent au soleil. Ça se voit légèrement que vous n'y connaissez rien. Les vampires ne brillent pas au soleil, ils crament au soleil. Je veux dire, c'est niveau maternel. Des gosses peuvent vous dire ça. Les vampires crament au soleil. Il y a une maladie qui s'appelle la maladie du vampire, qui fait que votre peau ne supporte pas les rayons UV. Les vampires, par définition, ne supportent pas le soleil. C'est tout, c'est indéniable. Je veux dire, si vous voulez faire des vampires qui ne crament pas au soleil, mais alors créez-vous une nouvelle espèce, c'est tout. Vous voyez, si l'auteur aurait écrit Star Trek Premier Contact, elle aurait rebaptisé les Borg des vampires. Je veux dire, dites ce que vous voulez d'Underworld, eux au moins ils savent ce que c'est des vampires. Merde, même Uwe Boll sait que les vampires crament au soleil. Attends, mais c'est intéressant ça comme comparaison. Uwe Boll fait des films sur des jeux vidéo sans jouer aux jeux vidéo, et l'auteur de Twilight fait des bouquins sur les vampires sans savoir ce que c'est des vampires. Hey, tout le monde se retrouve en fait. Et comme si le coup des vampires végétariens n'était pas assez stupide, devinez qu'est-ce que vous tapez ensuite? Des vampires mormons. Non, je déconne pas. Edward ne veut pas baiser Bella tout de suite. Il veut d'abord l'épouser. Oui. Pas de sexe avant le mariage. Pour des vampires, ça ne fait pas trop, hein. Déjà, pour des adolescents, ça ne fait pas trop, mais pour des vampires, c'est carrément paradoxal. Je veux dire, il suffit de faire une petite recherche sur Wikipédia pour savoir que les vampires ont une signification sur l'humanité. La sexualité déviante. Les vampires représentent un petit peu la luxure et la sexualité hors norme, que ce soit le sadomasochisme, les trucs pervers autour du sang et de la mort, les trucs malsains et tout, et accessoirement la bisexualité. Bon, ça c'est plus d'actualité pour dire que c'est une sexualité déviante, mais c'est quand même une caractéristique originelle des vampires. Et le Dracula de Francis Ford Coppola, même s'il est pas super brillant, utilisait les vampires comme référence au sida. Bref, les vampires égale tout ce qui est pas bien à travers le sexe. Le sexe libre, le sexe déviant quoi. Donc forcément faire des vampires catholiques qui veulent se marier avant de la baiser, c'est paradoxal, mais même complètement à l'opposé de ce que signifient les vampires. Et puis pour un des films sur les vampires, il n'y a pas beaucoup de sang, n'empêche. Je veux dire, c'est quand même un petit peu le centre de l'histoire des vampires, le sang. Et on en a que 2 centilitres. Bah bravo. Comme le dit Monsieur Critique, c'est un film de vampires pour enfants en vérité. Et puis le coup des vampires qui brillent, c'est déjà assez stupide, mais comment l'expliquer?
Dans le premier film, beaucoup critiquaient le fait que tout le film était filmé en filtre bleu, que du coup on avait l'impression qu'il faisait pas beau tout le temps. Les mecs, c'est un petit peu le but du film. Le film il se passe dans une région où il pleut tout le temps, où il fait tout le temps du mauvais temps. Et ça explique pourquoi les vampires peuvent se balader sans cramer, sans briller. Donc oui, c'est un petit peu stupide de mettre du filtre bleu partout. Mais un, c'est un style, et deux, ça mène un minimum de sens. Le problème, c'est que les producteurs, comme s'ils voulaient volontairement foutre tout en l'air, dans le 2, ils enlèvent le filtre bleu. Du coup, c'est un soleil rayonnant qu'on se tape. Du coup, Edward, il se balade tranquillement au soleil, sans cramer, sans briller. Bravo les mecs, vous avez reproché le truc qu'il ne fallait pas reprocher pour avoir un minimum de sens, et les producteurs ont réparé ce qui ne devait pas être réparé. Parce que c'était le seul défaut qui avait un sens. Et puis en plus, c'est déjà assez illogique vis-à-vis des vrais vampires, mais vis-à-vis de leur propre fonctionnement, ils ont des contradictions, les vampires de Twilight. Je veux dire, dans le premier film, on voit qu'un vampire peut briller comme s'il avait des diamants sur la peau. Dans le 2, on voit qu'ils peuvent briller seulement comme s'ils avaient des paillettes sur la tête. Dans le 2, on voit qu'apparemment ils sont faits de terre ou de cendre, mais dans le 3, on voit qu'ils sont faits de cristal ou de glace ou je sais pas quoi. Bien entendu, il faut que ce soit fait de tout sauf de sang ou de boyaux. Ah oui, faut éviter de faire du gore dans ce film. Faut éviter de choquer les morvons, pouvoir arracher des têtes et des bras sans une goutte de sang. Et puis aussi, on n'arrête pas de nous dire dans les 3 épisodes que pour tuer un vampire, il faut l'arracher en plusieurs morceaux et brûler le tout. Mais dans le 3, on voit qu'apparemment, arracher la tête, ça suffit. Donc ouais, que vous soyez pas logique avec les vrais vampires, encore ça passe. Mais soyez logique avec vous-même, bande de couillons! Et puis, Edward, arrête d'en faire tout un plat sur le fait qu'être un vampire, c'est être triste, c'est vivre le malheur et tout. Fais un petit peu comme tes voisins les loups-garous. Enfin, les animorphes, je veux dire. Tiens, par exemple, chez eux, ils ont un petit gars qui a découvert qu'il pouvait se transformer en loup géant, et il est super excité. Il est super heureux d'être comme ça. Je veux dire, c'est vrai, mettez-vous un petit peu à leur place. Si un jour vous découvrez que vous avez le pouvoir de vous transformer en un loup de 2 mètres, ou si vous avez des super pouvoirs, la super vitesse et tout, ou que vous pouvez vivre des millions d'années, et que vous pouvez briller au soleil en plus de ça pour draguer les filles, yeah, la vie est belle, yeah, j'ai tricoché le jackpot. Les vampires de Twilight, le pire cauchemar des vrais fans de vampires qui se respectent. Est-ce que je pourrais effrayer ne serait-ce qu'une souris aujourd'hui? Et voilà, c'est le top 10 des moments les plus stupides de cette saga de merde. J'en ai sûrement oublié, oui, mais en même temps, vous allez pas me dire que ça c'est pas des petits détails, hein. C'est quand même des trucs gros. Et franchement les fans, expliquez-moi pourquoi vous adorez ça. Les bouquins sont sûrement bien, mais n'allez pas dire que les films sont bien, nom de Dieu. Vous les avez vus au moins? Et puis je dis, si ça se trouve, le bouquin c'est mieux, mais bon, j'ai quand même un doute là-dessus. J'ai pas lu les bouquins encore une fois, mais à ce qu'on m'a dit, c'est pas mieux. C'est pas mieux à ce qu'on m'a dit. Mais bon, tout ça pour dire joyeux Halloween à tous, et regardez-vous des trucs qui ont un véritable rapport avec des vampires. Genre, aussi pourri que ce soit, Blood Rain. C'est toujours mieux. À la prochaine sur MJ Prise One. Oui, excusez-moi d'être vulgaire auprès des fans de Twilight, mais là,